Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une actrice extrêmement engagée pour la cause des femmes dans l'entreprise, Armelle Carminati-Rabas. Armelle, tu es ingénieure de formation, tu as exercé des responsabilités mondiales au sein d'entreprises comme Accenture puis Unibail-Rodamco. Actuellement, tu es à la tête d'un fonds de capital développement qui s'appelle Axites Invest. Et en parallèle, tu présides le comité entreprise inclusive du MEDEF. Tu as été personnalité qualifiée au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et à l'Observatoire de la laïcité. Et tu es la cofondatrice du laboratoire de l'égalité. Et si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est que tu es l'une des co-autrices d'un livre qui s'appelle « Remixer la mixité » et qui vient de paraître. Merci beaucoup Armelle d'avoir accepté mon invitation. Et ma première question pour toi, tu te définis comme une féministe assumée dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est une conviction et un engagement que tu as développé dès le début de ta carrière ? En fait, l'histoire, elle a été très progressive. Je ne suis pas du tout tombée dans la marmite de ces sujets-là toute petite. J'ai même passé une enfance provinciale, protégée des chaos du monde et même ignorante. Dijon, Bourgogne. C'est la ville où mes grands-parents émigrés italiens ont posé le baluchon juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, une grande naïveté, une grande candeur. De culture italienne, j'aurais pu connaître au fond autre chose que la grande liberté que m'ont laissé mes parents. Je suis devenue ingénieure contre toute attente, alors que les femmes de la famille étaient plutôt, en tout cas dans la logique d'une de mes grand-mères, des jeunes filles à qui on préparait des trousseaux. J'ai connu le début de mon trousseau à 16 ans. Et donc, j'ai choisi de faire des études d'ingénieur. On devait être 6%, je pense, de filles à l'époque à Centrale, mais je ne m'en rendais même pas compte. Enfin, c'était l'ordre des choses. Et au fond, il a fallu que je devienne dirigeante. Là, je vais faire un grand bond en avant, mais il a fallu que je devienne la première femme associée du cabinet Arthur Andersen de l'époque dans le conseil, pour que mon président m'interpelle et me tape sur l'épaule sitôt arrivé. Premier comité d'associés, il dit salut les gars, donc je vais le revoir à la sortie en lui disant mais il y a au fait quelque chose, voilà, c'est sympathique, je l'adorais, mais quelque chose m'avait quand même un petit peu secoué. Et il a pris la balle au bond en me disant après tout t'es la seule, on vient d'élire un président américain et ça ne va pas rater. Dans l'année qui vient, on va avoir droit à un déploiement de programme diversity à l'américaine. Il a déjà annoncé ses priorités. Est-ce que tu peux regarder le sujet avant que quelque chose nous tombe dessus, vu d'en haut ? Et donc, en toute candeur, parce que je suis un bon lieutenant, j'ai dit oui, chef, et je suis allée regarder. Il m'a fallu 6 mois, pas plus, pour devenir militante. Même pas éveillée au sujet, militante. En lisant les chiffres, en écoutant et en envoyant une sociologue interviewer ceux et celles qui étaient déjà partis, ceux et celles qui étaient encore dedans, immanquablement, j'ai lu l'évaporation silencieuse et élégante des femmes, pour des raisons qui n'étaient pas forcément très différentes des Silencieuse et élégante. Oui. Silencieuse parce qu'elles partaient sans... Et élégante, oui. Silencieuses parce qu'elles partent sans esclandre et sans rapport de force, sans dire qu'elles ont perdu la foi en route, ou que quelque chose, ou qu'il y a des vents contraires, sans même nommer des vents contraires. C'est extrêmement reposant pour un patron d'avoir des gens qui jettent l'éponge et dont vous pouvez vous dire sur un ton un petit peu paternaliste « Ah, quel dommage, elle était quand même super. » C'était pas une emmerdeuse. C'était pas la chienlit.
pour parler comme De Gaulle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai longtemps dit à mes présidents successifs. Si on ne traite pas ce sujet d'une culture qui envoie des vents contraires, sans forcément le faire exprès d'ailleurs, mais qui ralentissent ou étouffent ou essoufflent ou découragent certains individus dans l'entreprise, on ne peut après pas s'étonner que seule la chienlit ait résisté. Voilà, on a ce qu'on mérite à la fin. Donc des femmes à très très fort tempérament. Ou des hommes à très très fort tempérament, si on n'y prend pas garde. Donc oui, je suis devenue dirigeante et c'est mon président, Benoît Genuini, à l'époque, qui m'a confié le mandat en disant « va regarder ce qui se passe ». Les deux attitudes très paradoxales, mais qui me servent de rééquilibrage permanent, c'est à la fois qu'une fois que j'ai regardé, j'ai lu les chiffres, j'ai entendu les paroles et j'ai vu à quel point il y avait des effets systémiques qui, malgré la bonne volonté et les bonnes intentions ambiantes, découragent toujours plus les unes que les autres. Et simultanément, j'ai été cette dirigeante qui, après 12 ans de carrière, n'avait toujours rien vu. C'est-à-dire que j'ai été un patron comme les autres. À ne pas voir ses départs et ses capitulations lentes et élégantes. C'est des mots très forts. Hein. Capitulation. Oui, c'est capitulation. Et ça me met dans une nécessaire posture où j'arrive à conjuguer, à canaliser la colère. En fait, au fond, cette question d'inégalité des chances, si je lis un peu les choses en filigrane, elle me révolte. Mais parce que je crois en la bonne volonté humaine, parce que j'ai fait partie de ces gens de bonne volonté qui n'avaient pas lu les effets systémiques, qui n'en avaient pas compris les conséquences tant qu'on ne m'a pas donné la possibilité d'aller l'étudier, j'ai cette petite patience du début d'une conversation avec les dirigeants qui n'ont toujours pas vu. Par contre, j'ai une impatience absolument difficile à canaliser quand au bout d'un moment, en ayant vu, en ayant discuté, en ayant mesuré, certains ne veulent toujours pas comprendre et agir. Tu te définirais comme féministe ? Mais je suis une féministe assumée, paisible, au fond. Parce que le féminisme, c'est porteur d'un projet humaniste, tout simplement. Le féminisme, c'est presque pour moi une façon concrète et pragmatique d'être humaniste. Pourquoi ? Parce qu'on prend un terreau et un vivier de citoyens qui, à 50 ou 51%, sont femmes ou hommes à peu près dans toutes les populations de la planète où on ne les extermine pas. Et sur cette base-là, avec une distribution complètement erratique, mais finalement équilibrée de cerveau, de talent, d'énergie, de contextes sociaux, de réseaux, d'ambition, finalement, on observe que les systèmes ouvrent plus d'accès à certains qu'à d'autres. Alors, tu présides le comité entreprise inclusive du MEDEF. Et j'ai lu, en fait, dans ton dernier livre que tu as écrit « Oser se déclarer féministe reste un acte identitaire dans le patronat ». Oui, parce que ça vous marque. Le féminisme, c'est un mot qui est encore très associé au militantisme, avec ce que ça peut présupposer de parti pris, d'idées préconçues, de rigidité agressive, de confrontation et de guerre des clans. Donc forcément, ça n'est pas vu comme une invitation paisible à améliorer le monde. Par ailleurs, la question du féminisme, qui donc du coup désigne ce déséquilibre femmes-hommes dans les entreprises, puisqu'on parle du patronat, alors qu'on est tous très fiers d'un management à la française, d'une méritocratie héritée de la Révolution française, qu'on ne veut pas remettre en cause. Et on est très fiers du mot égalité inscrit au fronton de tous nos bâtiments publics et de tous nos documents publics. On a sanctuarisé et sacralisé ce mot en considérant presque que ça fait partie de l'ADN de la nation. Et puisque alors, ça fait partie de la Révolution avait un sacré angle mort sur les femmes, en fait. Les révolutions en général. Il suffit de lire la copréface
du dernier livre Remixer la mixité que j'ai co-dirigé avec Patrick Charniski et Marie-Christine Maillas. Et Pascal Pic, paléo-anthropologue, nous fait un retour arrière sur le fait que révolution sociale après révolution sociale, qu'elle était française ou qu'elle était dans la Russie impériale ou ailleurs, en aucun cas la question du rééquilibrage femmes-hommes n'a été longtemps gardée en avant. Il suffit de lire Michel Perrault sur l'histoire des femmes. Les femmes ont souvent été les grandes oubliées. Alors, tu viens de parler de ton livre qui s'appelle « Remixer la mixité ». Et moi, j'ai envie de te demander pourquoi ce verbe « remixer ». Déjà parce qu'il y a une allitération que je trouve très jolie. D'ailleurs, ce titre « Remixer la mixité » est dû à la créativité de Patrick Charniski. On l'a adopté très très vite, on a essayé de tenter de le challenger. Qui est un spécialiste des biais inconscients. Hein. Oui, qui a été longtemps enseignant-chercheur dans le monde académique, donc qui a ce socle rigoureux, scientifique, important, et qui est consultant associé au cabinet Alternego, et qui effectivement a décortiqué dans tous les sens pour le monde de l'entreprise qui a besoin de choses un petit peu clés en main, toutes ces questions des stéréotypes, des biais inconscients, et de la façon dont on doit y prendre garde avant de prendre nos décisions. Alors Armelle, pourquoi remixer la mixité en ce moment? Je pense que ça fait un phénomène d'écho avec certains mouvements très profonds dans la société. En fait, il nous a paru urgent de passer à une deuxième étape. Ça fait 20 ans, en tout cas en France, que les entreprises, les unes après les autres, et de plus en plus nombreuses et de plus en plus petites, s'attellent au sujet de l'égalité femmes-hommes. Et d'ailleurs, quand elles ne s'y attellent pas, le législateur les y oblige. Et finalement, en 20 ans d'accumulation de bonnes pratiques, les entreprises restent collées à cette idée qu'il y a des bonnes pratiques, qu'il faut les appliquer, que ça va marcher à tous les coups. Mais au bout de 20 ans, il y a toujours les progrès du débutant. Quand on n'a jamais rien fait et qu'on démarre un programme, on est tout émerveillé que voir que dans les 2 premières années, il se passe plein de choses. On se met à recruter, on repère des gens qu'on n'avait pas vus. Il y a une candeur enthousiaste à finalement faire quelque chose de neuf dans l'entreprise. Et puis rapidement, les chiffres sont têtus, ça ne progresse plus. À coup de KPIs, à coup de tableau indicateurs clés. Voilà, pardonne-moi Catherine. À coup d'indicateurs clés bien chiffrés, de tableaux de bord trimestriels pour voir s'il y a plus de femmes à l'arrivée qu'au départ, là où il n'y en avait pas assez, et inversement, si on a réussi à trouver des hommes dans les métiers ou dans les bouts de l'entreprise qui étaient trop féminins. Quand ça commence à caler, ça lasse tout le monde. Les démarches sur une vingtaine d'années ont réduit cette question de mixité à un problème de femmes, à un rattrapage à faire. Ça a agacé des femmes, ça exclut au moins symboliquement les hommes, sauf à ce qu'ils acceptent d'être au service de la cause. Et en tout cas, ça les a frustrés. On les a entendus, ces voix d'hommes de 40 ou 50 ans qui interpellent leur patron, y compris publiquement, sur y a-t-il encore un avenir pour un homme blanc de plus de 50 ans dans cette entreprise. On a vu aussi que 20 ans, ça use. Ça provoque ce qu'on a appelé tous la gender fatigue, c'est-à-dire sa grande lassitude des programmes d'égalité femmes-hommes qui demandent beaucoup d'efforts sans produire beaucoup de résultats. Et s'il y a bien un truc qui lasse un manager ou un patron, c'est de passer du temps sur un truc qui n'a pas de rendement. En fait, il y a 5 symptômes aujourd'hui dans lesquels presque toutes les boîtes sont empêtrées. Parfois des 5 d'un coup, c'est quand même compliqué pour elles. Le premier, c'est que il y a des hommes qui peuvent se sentir exclus. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'être dans des solutions ou des systèmes de rattrapage. Même leur proposer un sponsor,
elles peuvent le vivre comme une sorte de paternalisme archaïque avec un gradé, 95% un homme, qui va se pencher sur son destin de femme qui n'y arriverait pas toute seule. Il y en a qui sont excédés de voir une entreprise de vivre dans une entreprise qui trouve un peu trop progressiste, un peu trop allante sur les sujets de capital humain, alors que la société leur apparaît pas si moderne que ça dans les recoins, ni dans leur famille, ni chez leurs commerçants, ni dans leurs relations, ni à l'école de leurs enfants. Symétriquement, il y a des entreprises qui avaient commencé à faire des choses et qui se trouvent pris de vitesse par une avancée législative. Il vient de passer le 24 décembre le projet de loi validé par les deux chambres, porté par Madame Rixin, qui oblige les entreprises de plus de 1000 collaborateurs à, sous 8 ans, atteindre 40% dans les comités exécutifs et parmi les cadres dirigeants du même sexe. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui avaient commencé le sujet et qui vont se retrouver rattrapées par le législateur qui leur demande d'arriver au poteau alors que finalement, ils n'étaient pas complètement prêts. Et puis finalement, on a entre tout ça, je parle beaucoup des dirigeants, mais on a quand même tous ces managers de proximité ou ces manageuses de proximité qui sont pris en tenaille. Et c'est vrai sur la question de l'égalité femmes-hommes, mais c'est vrai sur presque tous les sujets de capital humain, entre une direction, parce qu'elle est visionnaire ou parce que le législateur lui oblige, peu importe, veut corriger le tir, une base qui est dans une grande attente. Générationnellement, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas un monde où il n'y aurait pas d'égalité. Même en termes citoyens, les femmes et les hommes ne veulent pas vivre dans une France qui ne respecterait pas le principe d'égalité qui est au fronton de nos bâtiments depuis fort longtemps. Et c'est aux managers de faire. C'est facile pour un dirigeant ou pour un grand patron de dire je veux tel objectif. En plus, c'est moi qui ai leur autorité. J'ai des moyens en général. Dans les grandes entreprises, j'ai un cabinet, j'ai des équipes, j'ai des façons de chercher, j'ai des tableaux de bord qui sortent, etc. Quand on est manager de proximité, on doit finalement travailler sur une situation de tenaille, sachant qu'au-delà des questions d'égalité femmes-hommes, pour ces managers de proximité, s'ajoutent les questions de qualité de vie au travail, QVT, de RSE, de raison d'être. Et donc, le programme mixité, quand en plus il est un peu vieux dans l'entreprise, arrive finalement comme le truc de trop qui en plus ne progresse pas très très vite. Donc, toutes ces raisons-là ont fait que pour nous, quand on s'est attelé à 24 co-auteurs pour traiter cette façon de sortir de l'ornière, se lancer dans ce livre collectif est paru une évidence. Et d'ailleurs, on a passé la moitié du livre, c'était notre choix à tous les trois dans le cockpit de tête, sur les 16 chapitres de ce livre. Avant de se lancer dans les solutions, il y en a la moitié qui sont consacrés à observer ce qui se passe. Observer ce qui se passe dans un premier temps dans la société au sens large, comment les médias yoyotent entre la mixité du 8 mars sur lequel la place des femmes est devenue le marronnier du mois de mars, et puis finalement un traitement du sujet beaucoup plus embarrassé, beaucoup plus ambivalent le reste de l'année, voire même une stigmatisation soupçonnée de militantisme des journalistes qui proposent ce type de sujet. Comment MeToo a certes débarqué sous nos yeux à travers nos téléphones, mais finalement a provoqué des conversations dans les familles, dans les équipes, avant même que les directions considèrent que c'était un sujet business. Voilà, il y a plein de choses qui bougent dans la société. Et puis l'autre moitié du livre s'est lancée dans les solutions, mais avant même de faire, il faut savoir dire. Donc on a passé la moitié du livre à observer silencieusement, et puis ensuite il y a une troisième partie où on essaie de traiter la façon d'en parler de cette mixité. Parce qu'un dirigeant doit incarner quelque chose, et donc il doit avoir digéré les raisons pour lesquelles subitement il ou elle s'exhiberait sur le sujet, et comment il ne va pas lâcher l'affaire, et comment il va transmettre pour que ça tienne bon quand il ne sera plus là.
Il y a la question des mots quand on emploie, quand on est communicant. C'est un métier que tu as parfaitement connu et maîtrisé, Catherine. Et qu'on soit communicant dans l'entreprise ou prestataire tout autour de cette entreprise, la posture sur ce sujet de mixité, elle est à équilibrer convenablement. Comment on écrit toute cette polémique très politicienne autour de l'écriture inclusive, notamment en année pré-présidentielle. Et puis comment on en parle avec ce qu'on pourrait baptiser les réticents, mais qui ne sont pas forcément des hostiles, avec ceux qui ont des objections, avec ceux qui ne sont pas d'accord a priori. Et donc, il n'y a que la 4e et dernière partie du livre qui vous précipite sur les actions, les process, les tableaux de bord, les méthodes, etc. Et cette question de la mixité, elle nécessite de se repousser dans le dossier de son fauteuil, d'observer le monde et de se dire que traiter ce sujet-là, c'est prendre comme fil rouge une façon de modifier sa culture d'entreprise pour le meilleur et donc de modifier le monde. Voilà. Alors Armelle, nous arrivons au terme de cet entretien et nous avons une petite tradition de rebousselage qui est que mon invité partage avec nos auditrices et nos auditeurs une ou plusieurs sources d'inspiration. Quelles seraient les tiennes ? Question piège, Catherine. Finalement, comme j'aime ces équilibres instables entre univers qui peuvent être contradictoires, je vais te dire que j'ai tout autant besoin de m'accrocher ou de retrouver des racines que de me laisser porter et de me laisser pousser des ailes. Les racines, tu les as derrière toi, c'est ces piles de livres de grandes auteurs, mais parfois de grandes autrices. Moi, j'y vois là toute l'histoire des femmes de Michel Perrault. J'y vois également les publications de Françoise Héritier. Ça, pour le Françoise Héritier, grande anthropologue. Alors, Françoise Héritier, immense anthropologue, élève de Lévi-Strauss, une des premières femmes admises au Collège de France. J'ai eu l'incroyable chance de pouvoir la côtoyer puisqu'elle avait accepté de rentrer au conseil d'administration de la Fondation Accenture que je présidais. Et par ailleurs, Michel Perrault, qui est une immense historienne, qui, après un début de carrière, a créé une chaire dédiée ou inspirée de ce qu'elle pouvait observer aux États-Unis autour des gender studies. Puis au fond, je me rends compte en t'en parlant que ce qui me rassure probablement en faisant confiance à leurs écrits, c'est que ce sont 2 femmes scientifiques, chacune à leur manière, sur des champs différents. Donc elles ont ce socle de légitimité. Ce sont 2 femmes qui sont rentrées tardivement sur les questions de la place des femmes et des rapports femmes-hommes, chacune avec son prisme. Donc elle me rassure. Et je garde précieusement ces livres-là à côté de moi. Et puis, parce que voilà, je ne suis pas du tout ancrée dans le passé, j'ai quand même besoin de me projeter. Donc là, j'aime de façon très désordonnée, très disparate, très empirique. J'aime me laisser percuter par pas mal de choses. Il y a peu de temps, j'ai eu la chance d'assister aux toutes nouvelles Noces de Figaro qui sont montées à Garnier. C'est par une artiste très intéressante, Nettia Jones, qui a fait une mise en scène féministe. Figure-toi, je m'y attendais absolument pas. C'est pas du tout pour ça que je m'y étais inscrite. Et il y a une scène incroyable qui est le moment où le comte a renoncé au droit de cuissage que son rang aristocratique aurait pu lui permettre, mais quand même tout à fait tenté de l'exercer sérieusement sur Susanna juste la veille de ses noces. Et pour y couper court, Figaro convoque la foule qui chante les louanges de ce seigneur magnanime qui a eu la hauteur d'âme de supprimer cette coutume dégradante et humiliante, etc. Et la metteuse en scène projette, puisque c'est aussi une vidéaste, elle projette sur tout le décor, tout d'abord en toute petite pastille, puis de plus en plus grand, une affiche avec un gros nom rouge, NON,
donc le refus. Et puis, en caractère écrit, il y a écrit tout au-dessus agissement sexiste, violence sexuelle, harcèlement sexuel, qui sont les termes du 21e siècle. Et donc, elle fait rentrer toute la problématique MeToo sur scène, visiblement. Elle ne touche pas une ligne du texte. Elle fait de l'anti-wokisme, en fait. C'est-à-dire qu'elle accepte l'œuvre comme elle est, dans son jus, dans ce qui a été les mœurs de l'époque, et elle le dénonce de façon extrêmement claire. On sursaute dans son fauteuil et en même temps on se laisse emporter par la beauté de cette musique, par l'interprétation qui est incroyable. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont fait leur première. Voilà, ces moments d'émerveillement-là, inattendus, j'aime m'y précipiter et je les accueille, même si ça dérange, je les accueille avec un émerveillement d'enfant, tout simplement. Et c'est de cette nourriture-là, je pense, euh, qu'est fait le terreau fouillis de ce qui m'inspire. Merci Armelle Carminati Rabas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.